Quand elle est touchée par le génie et conduite par le hasard, une folle erreur peut donner naissance à la plus haute vérité. C'est par centaines qu'on compte les inventions qui, dans tous les domaines de la science, sont sorties de fausses hypothèses. Après plus de 35 ans en recherche et en innovation, et en relisant récemment la biographie de Magellan, écrite par ce grand auteur qui est Stefan Zweig, autrichien, que je vous invite à découvrir ou redécouvrir si vous ne connaissez pas, je me suis dit que cette hypothèse était particulièrement vraie et avait été valable de tous les temps, à commencer par le début de notre ère jusqu'à aujourd'hui. Au fond, la moitié des découvertes qui ont été faites sur les 2000 dernières années ont été faites par hasard, par erreur. Je pourrais vous en donner quelques-unes, je pourrais vous en donner des centaines, comme dit Stefan Zweig. Je commencerai par exemple par le premier siècle de notre ère, avec Ptolémée, qui définit un système géocentrique où la Terre est au milieu de l'univers, avec toutes les planètes qui tournent. Le modèle est complètement faux, mais les hypothèses sont tellement tordues que le modèle est excessivement précis. Et il est tellement précis qu'il reste valable jusqu'à 1500, les années 1540, l'époque de Magellan, en fait. Et même quand Copernic et Kepler viennent avec le vrai modèle, héliocentrique, le Soleil au milieu du système solaire, le système de Ptolémée, pour 50 années suivant Copernic, reste meilleur au niveau de la modélisation du système planétaire. Donc, 100 ans dans notre ère actuelle, on construisait déjà des modèles, on arrive à des résultats de recherche basés sur des hypothèses fausses. Je ne parlerai pas de Christophe Colomb qui découvre un continent américain en cherchant des Indes, je pourrais venir avec beaucoup d'autres exemples. Je pourrais parler de Magellan, ça vaut la peine de lire ce livre-là, qui a fait un exploit des plus incroyables dans les années 1500, faire le tour du monde en faisant l'hypothèse que la Terre était ronde, en faisant l'hypothèse que les quelques cartes que l'on avait de la planète étaient correctes alors qu'elles étaient toutes fausses, en se basant sur le mouvement des planètes qui datait toujours de l'époque de Ptolémée, qui était faux, en accumulant les erreurs de navigation. Ils sont partis à 3 navires, 500 personnes sont revenus avec un navire, 10 personnes en vie, mais ils avaient réussi à faire le tour du monde sur base d'une accumulation incroyable d'erreurs et de fausses hypothèses. En fait, ces erreurs sont dues au fait que la recherche et l'innovation sont dues à beaucoup de paramètres que l'on ne contrôle pas toujours. De nos jours, on essaie de les contrôler, mais ça devient de plus en plus difficile. Au fond, je crois que les gens mélangent même aussi l'innovation, l'invention, je vois dans les journaux, invention, création, innovation, c'est le terme le plus à la mode pour l'instant, imagination, créativité. Au fond, l'écosystème de la recherche tourne autour de plusieurs mots-clés. Et je crois qu'il faut construire cet écosystème pour que l'innovation ait des chances de réussir. Et dans cette chaîne de cet écosystème, le droit à l'erreur devrait continuer à exister. Et vous allez voir qu'on a perdu un peu ce droit à l'erreur au cours des 2000 dernières années. Le premier paramètre, c'est l'imagination. Et je crois que tout le monde dans la salle ici, ou même un enfant de 1 an, est capable d'imaginer et d'imagination. Si vous dites à un petit enfant de 2 ans, le week-end prochain, on va aller ensemble sur la plage, il va passer les quelques nuits qui précèdent ses vacances à la plage à se construire de grands châteaux de sable, de cerfs-volants. Il va se faire toute une imagination d'un monde. Il n'est pas lié au monde réel, il peut laisser aller son imagination. C'est ce qu'a fait Magellan quand il s'est lancé dans cette aventure de faire un tour du monde dans l'inconnu. Donc tout le monde est capable d'imaginer. Deuxième étape, c'est la créativité. Elle suit directement l'imagination. Le même petit enfant, lorsqu'il va se retrouver sur la plage, vous lui donnez un petit seau en plastique et une pelle en plastique,
il va être capable d'essayer de projeter son imagination et de se créer son petit château. Évidemment, il sera beaucoup plus petit que ce qu'il avait rêvé, parce qu'il n'a qu'un petit seau et une petite pelle, mais il va quand même créer. Il est dans un processus créatif. Il ne faut pas être un scientifique avec 30 ans d'expérience comme moi pour être créatif. Nous sommes tous créatifs. D'accord? Troisième mot-clé, l'invention. Même un enfant, ce petit enfant sous le sable, peut être créatif et peut inventer. Par exemple, il va inventer un petit système pour que son château puisse devenir plus gros. Il va trouver une cuillère, il va tordre de façon à modeler son château, les tours. Il va inventer un processus. Donc, de nouveau, il ne faut pas être un chercheur pour venir avec des inventions. Et le quatrième mot-clé, qui est le mot le plus important, car c'est celui-là qui a l'impact sur la société, c'est le mot innovation. Là, il faudrait extrapoler un peu plus mon exemple et supposer que l'enfant arrive à retourner chez lui et à dire à ses petits camarades, tu sais, pour construire le château de sable, si tu utilises un seau, une pelle, et la cuillère, et un petit couteau, tu arrives à faire beaucoup mieux. L'innovation, c'est dès qu'on arrive à aller au-delà de l'invention et à créer quelque chose où l'on peut montrer que ça marche et que ça va avoir un impact important sur le long terme sur la société. 3 mots importants. Impact, long terme, société. Sinon, ce n'est pas une innovation. Si on revient dans le monde de l'ingénieur, comme innovation, vous pouvez penser à Thomas Edison, l'ampoule électrique, Graham Bell, le téléphone. Ils ont construit l'ampoule électrique, reconstruit le téléphone. Tous les deux ont dit presque la même phrase quand ils ont terminé, ou à la fin de leur vie. Ils ont dit, je vous ai montré que c'était faisable. Et vous pouvez le vendre. C'était faisable. Maintenant, à vous, de génération suivante, à l'améliorer, à le rendre moins cher, à le rendre plus facile à utiliser, à le rendre plus beau, etc., etc., etc. Et on sort un tout petit peu de l'innovation. C'est une amélioration de l'innovation, mais ce n'est plus d'innovation. C'est de l'amélioration. Alors, je vous ai beaucoup parlé du hasard et des erreurs qui peuvent conduire à des découvertes. De nouveau, elles viennent par centaines. Maintenant, je voudrais prendre un peu un regard différent et vous montrer que le hasard aussi, ou les erreurs, peuvent conduire à des manques de découvertes. Ou au fond, c'est un manque de chance qui fait que vous ne découvrez pas quelque chose, alors que vous avez tous les atouts en main. Contrairement à Magellan qui n'avait rien, il y a eu beaucoup de cas sur les 500 dernières années où les ingénieurs avaient toutes les données en main pour être innovants et ont raté le coche simplement à cause d'une position, un état d'esprit. Alors je vais me permettre de prendre un exemple que j'ai vécu personnellement, puisque j'ai commencé ma carrière à la recherche chez Philips. Vous avez tous reconnu le CD player, le Discman de Philips, 1989. C'est sans doute la dernière innovation de Philips. Philips était très innovant dans les années 70, 80. Vous avez tous connu le four à micro-ondes, les microcassettes, les CD, les vidéodisques, le VCR, etc., etc. Tous ces engins qui tournent pour jouer de la musique, jouer des vidéos, etc. Vous avez tous connu ça. Ils ont raté l'arrivée des mémoires haute densité, et alors que j'avais sur mon bureau quelque chose que j'aurais pu appeler un MP3, c'était de la musique codée, on ne l'a pas développé. Il a fallu attendre 1998, 10 ans plus tard, pour qu'une société coréenne ait l'idée de mettre de la musique sur un support statique. À l'époque, les sociétés comme Sony, comme Thomson et Philips, dans leur esprit, pour jouer de la musique, il fallait le mettre sur un support qui tourne. Tout ce qu'on avait connu avant tournait. Et une mémoire haute densité, ça ne tourne pas, donc on ne sait pas mettre de musique. Ça a été quasiment la fin de Philips qui continue à vendre des ampoules. 1990. Un autre exemple qui est plus marquant, donc je vous ai donné des exemples où le hasard a fait en sorte que le succès est arrivé.
Ici, je vous donne des exemples où tout a été réuni pour le succès et les personnes l'ont raté. Un exemple hyper connu, c'est Kodak. Dans les années 60, 70, 80, Kodak était la plus grosse société au monde. 200 000 employés. Le leader incontesté dans le milieu de la photographie et de ces bandes argentiques. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai oublié le nom. Les films photographiques argentiques. Et ce qui est pire, et que pas beaucoup de gens savent, c'est que en 78, Kodak, une personne de chez Kodak, avait inventé l'appareil numérique, appareil photo numérique. Il est là. 0,1 million de pixels, 20 secondes pour faire passer une photo sur la petite cassette qui est ici. 20 secondes. Mais l'idée était jetée, elle était là, elle était chez Kodak. Et ils ont raté. 5 ans plus tard, Sony, Canon envahissaient le marché avec des appareils numériques. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont raté? Donc chez Philips, c'était cette idée de tourner, de choses qui tournent. Qu'est-ce qui a fait que chez Kodak, ils ont raté cette invention, au point de déclarer faillite en 2012? Ils ont essayé de survivre dans le marché des appareils photo qui ont disparu en 2012. Qu'est-ce qui a fait leur défaite? C'est simplement le fait qu'à l'époque, dans Kodak, dans les 200 000 employés, tous les ingénieurs qui étaient là étaient des chimistes. La photographie était tournée autour de la chimie. C'était un processus chimique. Imprégner un film argentique, c'était de la chimie. Et il fallait passer soudainement à d'autres ingénieurs électroniciens. Et ils n'ont pas su. Un autre exemple. Oh là là, on va aller très vite maintenant. Apple, vous avez tous reconnu Apple. Là, c'est le contraire. Ils sont reconnus comme innovatifs alors qu'ils n'ont jamais rien créé. Apple n'a pas inventé l'ordinateur, Apple n'a pas inventé la tablette, Apple n'a pas inventé la souris, Apple n'a pas inventé les interfaces graphiques, vous pouvez vérifier. Hein. Apple n'a pas inventé la Connected Watch. J'en ai une à mon poignet. Ça existe depuis 3-4 ans. Ça s'achète en Corée. Beaucoup moins cher et ça marche. De tout temps, il y a eu un problème avec la recherche dont j'ai évité de parler, c'est le financement de la recherche. Ça a existé depuis les 2000 dernières années, mais ça devient de plus en plus critique de ces jours-ci. Alors pour éviter ça, les ingénieurs et ceux qui financent la recherche forcent les gens comme nous à travailler sur base de roadmaps, comme on dit en anglais. Essayer de définir les tendances du futur, en regardant la société, en regardant ce qui existe au niveau technique dans tous les domaines, la chimie, les sciences sociales, la physique, la microélectronique, etc., voir un peu tout ce qui se passe et sur base de ça, essayer de construire des roadmaps pour le futur. Et j'ai quelques dessins qui juste illustrent très rapidement, en une seconde, les quelques informations, à quoi va ressembler vos téléphones portables dans le futur, puisque c'est un peu le domaine dans lequel je travaille. Tous les systèmes que nous avons au niveau informatique, ce sont les prédictions pour 2024. Tout le monde se dirige vers ces domaines de recherche. Les interfaces seront adaptables, pourront s'adapter rapidement au contexte, comme un caméléon, à vos besoins. Les interfaces seront de plus en plus des assistants personnalisés. Un assistant, ce sera votre assistant qui pourra vous aider dans vos infos, pour retrouver de l'information à tout moment, où que vous soyez, avant même que vous ayez le temps de lui demander ce dont vous avez besoin. Les systèmes informatiques, contrairement à Google, seront capables de trouver l'information dont vous avez besoin sans devoir chercher cette information. Recherche active d'information. Tout ça est prévu pour 2024. Hop. Les robots sociaux. Les robots seront là en 2024, pourront communiquer avec les humains, pourront communiquer entre eux. On a un roadmap jusqu'en 2024 pour travailler avec les sciences sociales, l'électronique, la robotique, etc., les sciences cognitives pour développer ces robots. Et le dernier,
celui qui me tient peut-être le plus à cœur, c'est les systèmes qui vont se construire autour des réseaux sociaux, mais qui vont aider les gens à collaborer. Et on revient sur mon idée de départ, et aider les gens à être plus créatifs, plus souvent, en travaillant en groupe. Et je crois que dans le futur, l'ordinateur ne sera plus votre compagnon, mais il sera plutôt un médiateur au centre de la communication humaine. Et qui aidera chacun d'entre nous à collaborer et à être plus actifs. Je vais m'arrêter là juste avec une petite conclusion. Je ne sais pas si vous avez fait un peu la ligne rouge de ce que j'ai essayé de faire passer comme message, mais en gros, c'est qu'il y a 2000 ans, il y a encore 200 ans, ou il y a encore 100 ans, je crois que beaucoup des découvertes ont été liées au hasard. Cette tendance de découverte par le hasard porte un nom que j'ai toujours difficile à retenir, mais je vais essayer de le mentionner, c'est la sérendipité. Sérendipité, désolé, sérendipité. Vous pouvez regarder en dictionnaire. C'est le phénomène de découverte par hasard ou par erreur. Et aujourd'hui, je crois qu'on est de plus en plus contraint, avec les méthodes de financement, on ne peut plus se permettre l'erreur, au fond. On se trace des chemins de recherche, ce qui est bien, ça accélère l'innovation, ou ce que l'on croit être l'innovation. Souvent, dans le cas d'Apple, ce n'est plus de l'innovation, c'est de l'amélioration sur des innovations précédentes. Et je crois que ça risque de se faire sur le long terme au prix de l'innovation, effectivement. Merci pour votre attention.